On a entendu le capitaine qui commandait le peloton nous menacer. « N'avancez plus, j'ai reçu l'ordre de tirer. » À ce moment-là, un monsieur plus âgé lui dit « Sur qui veux-tu tirer, abruti ? Tu ne vas pas fusiller tes frères et sœurs ?» Les manifestants regardaient les militaires, et les soldats, je ne sais pas où ils regardaient, peut-être vers les manifestants, je pense qu'ils étaient aussi désorientés. Ils ne savaient pas ce qui se passait, pourquoi ils étaient là. Roumanie, 21 décembre 1989. Le régime de Ceausescu vit ses dernières heures. À bout de force, malnutris, les Roumains vivent dans un monde sans avenir. Et pourtant, une lueur d'espoir existe. L'exemple de Timișoara, ville qui s'était soulevée le 16 décembre, est dans tous les cœurs. Cependant, les rumeurs sur le bain de sang à Timișoara n'encouragent pas à la révolte. Ce matin de décembre, à Cluj, au cœur de la Transylvanie, quelques courageux décident malgré tout de protester contre les atrocités de Timișoara. Ils veulent ainsi manifester leur solidarité envers les dizaines de milliers d'habitants de cette ville. Dans un pays où une plaisanterie à l'adresse du conducteur Ceausescu suffisait pour faire de la prison, protester contre le régime était la preuve d'un grand courage, voire d'inconscience. Gheorghe Pastor était un de ces courageux. Le 21 décembre 89, vers midi, il se trouvait par hasard sur la place de la Liberté. C'est précisément à cet endroit, près de ce panneau rouge, que j'ai vu quelques jeunes et on a marché les uns vers les autres en nous regardant avec précaution. Et à un moment donné, une fenêtre s'est ouverte là-haut, près du siège du journal Tribuna, et quelqu'un a commencé à crier « Victoire ! Victoire ! Victoire !» Mais l'un d'entre nous, qui était plus courageux, nous dit « Savez-vous ce qui se passe à Timișoara ? Nos frères et sœurs sont tués dans la rue. Ne partons pas d'ici, faisons quelque chose. » Mais que faire ? Nous étions une poignée d'hommes. On a alors décidé de retourner chacun sur notre lieu de travail et de rassembler les gens. Et on a décidé de nous retrouver vers 15 heures au même endroit. Plus tôt dans la matinée, dans la zone industrielle du nord-est de Cluj, les cadres du Parti communiste organisent des réunions officielles pour condamner les événements de Timișoara. Comme dans la presse officielle, le soulèvement populaire contre la dictature est présenté comme l'action d'éléments déclassés, aidés par des agents secrets venus de l'étranger pour déstabiliser la Roumanie. Sortis en colère de ces réunions forcées, les ouvriers arrêtent le travail et décident de marcher vers le centre-ville. Ils entendent ainsi soutenir les manifestants de Timișoara, protester contre la dictature de Ceausescu et pour la démocratie. Alertés par ces mouvements de foule, les autorités décident de bloquer l'accès vers les principales places de la ville, à l'aide de la milice, de la Securitate et surtout de l'armée, cette dernière ayant plus d'effectifs et de moyens mobilisables en peu de temps. Un plan de positionnement de ces troupes avait déjà été établi dès le 19 décembre par le commandant de la 4e armée stationné à Cluj, le général Topliceanu et son état-major. La coordination de toutes les forces armées à Cluj était assurée par le premier secrétaire départemental du Parti communiste. Cet homme est Joachim Moga, aujourd'hui un retraité tranquille dans un petit village de Transylvanie, loin du fracas de la grande ville. Le 21 décembre 89, à 10h, il organise à Cluj, au siège du parti, une cellule de crise. Sont présents à la réunion le commandant de la 4e armée, le général Topliceanu, celui de la Securitate et de la milice, et l'envoyé spécial de Ceausescu à Cluj, Nicolae Constantin. Vers 14h30, la situation est tellement tendue que le premier secrétaire Moga donne l'ordre de déployer l'armée dans les principaux points d'accès vers le centre-ville. Le lieu qui concentre toute l'attention et les peurs des dirigeants communistes porte un nom prédestiné, la place de la Liberté. Ce large espace ouvert, dominé par une cathédrale gothique,
est l'endroit parfait pour tout groupe qui voulait attirer l'attention. C'est exactement ce que pensent les 7 hommes qui se sont retrouvés vers 15 heures après avoir essayé, chacun de son côté, de rassembler d'autres protestataires. Georg et Pastor avaient réussi à convaincre une partie de ses collègues de l'Institut de physique atomique de l'accompagner en centre-ville pour manifester. J'avais demandé seulement à des jeunes de m'accompagner, justement pour qu'ils puissent vite filer si les garçons avec les matraques apparaissaient. On n'a jamais pensé qu'ils allaient nous tirer dessus. Ils n'avaient aucune raison de le faire. On était des gens pacifiques. J'avais fait appel à 27 collègues de travail et 3 seulement sont venus. Mais ils sont venus. Ils étaient extraordinaires. Ils sont venus. Vers 15 heures, ce jeudi de décembre, la place de la Liberté commençait à s'animer. Le premier groupe de protestataires se forme sur un trottoir. Le groupe qui scandait effectivement sur ce trottoir-là était de 25-30 personnes maximum, pas plus. Mais curieusement, les autres trottoirs, et celui vers le sud et celui-ci, se sont remplis de gens qui venaient, passaient, mais s'arrêtaient aussi et avaient une participation passive. Parmi ces passants se trouve le professeur Razvan Rota, devenu par la suite célèbre pour les photos qu'il a prises ce 21 décembre 89. Avec son appareil photo bien caché dans un sac, il rejoint le centre avec sa femme pour chercher leur fille, qui était partie manifester quelques heures plus tôt. La foule était rassemblée et personne ne savait que faire. Les gens se soutenaient réciproquement et semblaient demander à chacun de dire quelque chose. Et ils ont commencé à crier « Timișoara, liberté, sans violence ». Des mots qui n'auraient pas dit grand-chose dans un autre contexte, mais nous savions ce qu'ils signifiaient. On a tellement été émus qu'on a commencé à crier, nous aussi, Timișoara, on a commencé à crier liberté, on a commencé à crier sans violence. J'ai pensé faire des photos, j'ai sorti mon appareil de mon sac et j'ai voulu faire les premières photos avec des gens illuminés par le bonheur. Ils faisaient quelque chose qui leur avait été interdit pendant des décennies. Et l'instant d'après, j'ai rangé l'appareil et je me suis dit, pourquoi les photographier ? Qui suis-je pour le faire ? Ils vont croire que le jour d'après, ils seront fichés à la Securitate. Ce n'est pas ce que je voulais. Le début de manifestation place de la Liberté attire des personnes venues des 4 coins de la ville. Vasil Jascau, agent de circulation à la retraite, arrive en voiture en suivant les traces des véhicules blindés de l'armée. Une fois la voiture garée, il demande à des anciens collègues qui étaient en patrouille ce qui se passe. Ils me disent, sur la rue de l'université, quelqu'un est monté sur une table et parle aux passants. Alors je me suis dit, c'est là qu'il doit y avoir un noyau de manifestation. Et j'ai continué tranquillement en longeant ce trottoir jusqu'au carrefour avec la rue de l'université pour voir l'individu monté sur la table qui parlait à la foule. Je me suis dit que si quelqu'un parle sur une table, il doit sûrement y avoir quelqu'un devant lui qui l'écoute ou qui l'admire. Vers 15h30, les premiers militaires débarquent place de la Liberté. Devant les manifestants en première ligne se positionne le capitaine Karp Tando et un groupe de 8 soldats. Les protestataires, qui s'attendaient plutôt à une riposte de la fameuse police politique Securitate, prennent d'autant plus de courage qu'ils voient de simples soldats débarquer. Personne ne pense vraiment qu'ils puissent tirer sur les manifestants. Mais devant le claquement des kalachnikovs chargés, les passants commencent à les apostropher. C'est le moment où tout a basculé. D'un coup, il y avait un adversaire qu'il fallait affronter, l'affronter torse nu. Les manifestants regardaient les militaires, et les soldats, je ne sais pas où ils regardaient, peut-être vers les manifestants, je pense qu'ils étaient aussi désorientés. Ils ne savaient pas ce qui se passait, pourquoi ils étaient là.
Sur ce, nous avons commencé à avancer. Kalin marchait dans la rue, les militaires étaient au centre, Kalin avançait dans la rue et moi, avec notre groupe, nous avancions vers cet endroit, le passage à piétons. Un peu plus loin, à 20-30 mètres du carrefour, apparaît Kalin Nemesh, le ferment, dirais-je, qui se pointe vers les soldats et leur montre, leur dit, leur crie « Fusillez-moi, je suis torse nu !» Face à l'attitude des militaires, la tension entre les deux camps monte rapidement. De plus en plus de passants s'arrêtent pour soutenir les manifestants ou simplement pour assister à la suite des événements. On a entendu le capitaine qui commandait le peloton nous menacer. « N'avancez plus, j'ai reçu l'ordre de tirer. » À ce moment-là, un monsieur plus âgé lui dit « Sur qui veux-tu tirer, abruti? Tu ne vas pas fusiller tes frères et sœurs ?» Et il a commencé à ôter ses vêtements, lui aussi. Le premier qui s'est mis torse nu, c'était en fait cet homme qui s'est assis au coin du carrefour. Il s'est mis à genoux. De l'autre côté du carrefour, près du passage à piétons, surgit le deuxième, dirais-je. Super courageux, un peintre, qui se déshabille lui aussi. Il jette ses vêtements par terre. En pensant à ce qui s'est passé à Timisoara, j'ai crié « Ne tirez pas dans la foule !» À cet endroit, où il y avait plein de monde, il n'avait aucun droit de tirer d'après le règlement. Je ne me suis même pas imaginé qu'il puisse vraiment tirer. Nous avons commencé à nous déplacer. Le capitaine a crié « Feu !» Personne n'a tiré. Les soldats étaient apeurés, ils n'ont pas tiré. Ensuite, on a entendu à nouveau « Feu !» Les militaires se regardaient en se demandant si quelque chose avait pris feu. Il n'y avait aucun feu. Et la troisième fois, le capitaine s'est tourné vers eux et leur a dit « Mais tirez! Qu'attendez-vous » Ils ont tiré, les gens courent, d'autres sont déjà à terre, et dans la photo suivante, il y a beaucoup de gens à terre. Les uns morts, et les autres seulement blessés. Et là où il y avait auparavant plein de monde, sur ce trottoir-là, et sur celui-ci, tous s'étaient dispersés. J'ai alors voulu me retourner et sauter derrière les buissons, ici sur la pelouse. Mais c'était trop tard. Parce que la deuxième rafale est arrivée et m'a touché, ici, au fémur. Je suis tombé comme scié à cet endroit, juste au centre du trottoir. J'ai été blessé ici une première fois au genou, et ensuite le deuxième projectile, un ricochet du pavé, m'a touché à l'abdomen. En moins de 5 minutes, 12 manifestants sont tués. 26 autres sont blessés, dont une fillette de 6 ans. Parmi les morts se trouvent des personnes qui ne faisaient que regarder la scène, comme ce retraité qui venait de faire ses dernières courses. La tuerie de la place de la Liberté n'est que le début de la répression à Cluj. Jusqu'à la fin de la journée, le sang des manifestants marquera à jamais 3 autres endroits de la ville. Près de l'usine de bière, le major Jan Kokan et ses soldats tirent sur la foule vers 18h. Bilan, 9 morts et 13 blessés. À côté de l'hôtel Astoria, entre 16h30 et 17h, le capitaine Ilie Dikou et ses subordonnés ont 4 morts et 10 blessés. Et vers 18h, un manifestant est tué et 3 autres sont blessés, place Marasht. Bilan de l'intervention de l'armée à Cluj, le 21 décembre, 26 morts et 52 blessés. Moins de 24 heures après, le couple dictatorial Ceausescu fuyait Bucarest à bord d'un hélicoptère, pour être ensuite attrapé et fusillé après un procès sommaire. 15 ans après les événements de décembre 89, la ville de Cluj a changé de visage. Des immeubles flambant neufs poussent comme des champignons, des voitures haut de gamme défilent sur les boulevards. L'ancienne cité romaine Napoca a retrouvé ses couleurs, malgré la situation économique difficile que traverse la Roumanie.
Toutes les apparences de la normalité et de la liberté tant souhaitées du temps de Ceausescu sont là. Et malgré ces apparences, une ombre plane depuis 15 ans sur la ville. L'ancienne place de la Liberté, rebaptisée depuis place de l'Union, ne garde plus aucune trace de la tuerie de décembre 89. Les plus jeunes se souviennent à peine de ce qui s'est passé ici 15 ans auparavant. Une simple plaque commémorative rappelle aux curieux que 12 personnes ont perdu leur vie à cet endroit lors de ce que les Roumains appellent la Révolution. Depuis peu, et après des années de négociations entre la mairie et les associations des révolutionnaires, un monument en mémoire des victimes a été érigé un peu plus loin. Aurel Merca était un de ces 12 tués le 21 décembre 89. Il avait 33 ans. Loin du centre-ville, dans leur appartement de 2 pièces, les jeunes époux Merca se sont quittés ce matin de décembre dans la hâte, sans l'habituel baiser d'au revoir. Aurel sortait d'une nuit blanche, passé à l'écoute des radios étrangères pour savoir ce qui se passait à Timișoara. Il était pressé d'arriver au travail pour en débattre avec ses collègues. Anna, elle, devait se dépêcher pour faire la queue afin d'acheter du lait. Il fallait être parmi les premiers pour pouvoir espérer quelques litres du précieux liquide blanc. Elle avait 2 filles à nourrir, dont un bébé de 1 an. En début d'après-midi, elle commence à s'angoisser. Il était 15 heures et mon mari n'était toujours pas rentré. Je dis alors à ma mère, « Que se passe-t-il? Pourquoi ne rentre-t-il pas ?» Elle me répond, « Il doit faire des heures supplémentaires. Il a peut-être oublié de te dire qu'il restait faire des heures supplémentaires. » Et j'ai continué à l'attendre. Je ne savais pas qu'il était sur le trottoir, mort. Le jour suivant, vers midi, j'ai vu notre voiture, une Dacia, remonter la rue. J'étais chez mes parents. Tout le monde disait « Voilà Aurel !» Je me suis alors levée et j'ai couru dans la rue. Et la voiture s'est approchée. J'ai regardé et ce n'était pas mon mari au volant, mais un de ses amis. Il est descendu de la voiture et je lui ai demandé « Thomas, où est Aurel ?»« À la morgue. » Restée seule avec ses 2 enfants, Anna Merca sombre dans la dépression peu de temps après. C'est justement l'existence de ses filles, Florina et Adriana, qui l'a aidée à s'en sortir et à donner un sens à sa vie après la mort de son mari. J'ai de la chance qu'elles ne soient pas difficiles. Si j'ai un peu d'argent, c'est bien. Sinon, elles ne sont pas du genre à me demander mes derniers sous. Non, elles m'ont toujours dit « Laisse, maman, tu nous en donneras le mois prochain, pour des chaussures ou, enfin, ce sont des filles, et vous le savez, elles aussi voudraient être comme les autres enfants, de leur âge. » Adriana Merca a aujourd'hui 22 ans et vit toujours avec sa mère et sa sœur. Comme toutes les filles de son âge, elle rêve d'une vie meilleure et n'exclut pas de quitter la Roumanie un jour. Elle le sait depuis longtemps, être la fille d'un héros n'est pas toujours facile. Lors des bagarres entre les enfants, quand elle était petite, les copains ne manquaient pas de lui rappeler l'absence de son père. Je me rappelle que je sortais jouer et que je revenais toujours en pleurs. Parce que les enfants, enfin, disaient « Tu n'as pas de père. Qui viendra te protéger ?» Mais je revenais avec ma mère, qui était 10 fois plus forte qu'un homme, et elle me protégeait. Déçue par la lenteur de la justice roumaine, qui n'a toujours pas découvert l'assassin de son père, Adriana s'en remet à la justice divine. J'ai sincèrement pardonné à la personne qui a tué mon père. Je ne lui veux pas de mal. Je ne veux pas qu'il fasse de la prison, ni que sa famille vive tout ce que nous avons vécu. Il aura une punition lui aussi. Le moment venu, j'en suis certaine, il l'a peut-être déjà eu. Chaque dimanche, Anna Merca et ses filles achètent une petite couronne et vont au cimetière des héros, où Aurel Merca repose aux côtés des 25 autres victimes de l'armée à Cluj. Mais ce n'est pas seulement la perte de son mari qui endeuille les jours d'Anna Merca. C'est aussi le fait que ces assassins soient toujours en liberté et qu'elle les croise peut-être sans le savoir tous les jours.
Même en dehors du procès, aucun de ceux qui ont tiré Place de la Liberté ne l'a jamais contacté pour lui exprimer ses regrets. Depuis 15 ans, l'injustice plane comme une ombre sur la ville de Cluj. Victor Lungu, journaliste et écrivain, est bien placé pour le savoir. Des milliers de pages de témoignages, expertises, analyses balistiques et autres s'entassent dans les armoires et l'ordinateur du centre, qu'il héberge à son domicile. 15 ans après la chute de Ceausescu, le procès du massacre de Cluj n'est toujours pas fini. Pire encore, en octobre 2004, il repart à nouveau, suite à une décision de la Cour suprême de cassation. Comment tout cela a été possible ? Dans la seule ville de Roumanie où des centaines de témoins ont assisté au tir des militaires. Qui a intérêt à cacher la vérité ? Qui a pu retarder la découverte des coupables pendant une décennie et demie ? Le premier blocage a commencé en avril 90, 4 mois seulement après les crimes. Le procureur militaire Domcha, qui enquête sur les événements, est dessaisi du dossier dans l'urgence. Le procureur Domcha était prêt à résoudre le problème, le mystère des terroristes et de ceux qui ont appuyé sur la détente à Cluj. Il avait arrêté 3 officiers supérieurs et demandé l'accord pour l'arrestation d'un général, leur supérieur hiérarchique, celui qui avait donné l'ordre illégal et criminel d'utiliser l'armée roumaine contre le peuple roumain. Sous la pression des militaires, qui menacent d'occuper la ville, toutes les personnes arrêtées sont libérées et le dossier est transféré d'urgence à Bucarest. Pire encore, le ministre de la Défense de l'époque, le général Stanculescu, ancien apparatchik sous Ceausescu, commet une grave ingérence dans les affaires de la justice. Il envoie au procureur général de la Roumanie une lettre dans laquelle il sollicite l'éloignement des magistrats qui enquêtaient sur les crimes de Cluj. De plus, le ministre considère que le temps est venu d'arrêter l'enquête contre l'ancien commandant de l'armée à Cluj, le général Topliceanu, et le capitaine Carpando, celui qui a donné l'ordre de tirer Place de la Liberté. Le dossier est transféré à Bucarest et en 92, 2 ans après, il est clos. Toutes les charges contre les accusés, militaires et anciens leaders communistes, sont retirées. Les auteurs des tirs meurtriers sont considérés inconnus. Victor Lungu considère que l'ordre d'enterrer le dossier de Cluj était politique et qu'il a servi les intérêts de l'ancien président roumain Ion Iliescu. Jusqu'au 21 décembre, il s'est passé ce qui s'est passé. L'armée a été au service de Ceausescu. Mais à partir de cette date, l'armée a été au service d'Iliescu. Et c'est avec cette chose que Iliescu a payé le silence de l'armée. Mais il faut plus qu'une mauvaise décision de justice pour arrêter les anciens protestataires contre Ceausescu. Regroupés dans l'association pour la vérité, ils multiplient les plaintes contre la décision injuste. Ils se rassemblent chaque semaine au siège de l'association pour se donner des nouvelles et pour décider des actions à mener. Aurel Koltor, un des blessés de décembre, est vice-président de l'association et un bon connaisseur du dossier de Cluj. Après 5 ans de plainte, l'association obtient en 1998 l'ouverture d'un 2e procès concernant les événements. Dans ce procès sont mises en accusation 6 personnes. L'ancien premier secrétaire communiste Moga, le général Topliceanu et 4 de ses subordonnés, présents dans la rue lors des incidents. 5 ans après, en 2003, le verdict du 2e procès de Cluj tombe. Nouvelle surprise, une seule personne est condamnée, à 5 ans de prison ferme, pour meurtre qualifié et homicide par imprudence. Les faits des autres accusés sont requalifiés comme homicide involontaire et la justice constate qu'il y a eu prescription entre-temps. Cette décision de justice est une honte pour la justice roumaine, parce qu'elle a changé la vérité de l'histoire. Parce que, voyez-vous, dans ce procès, il ne s'agissait pas d'une bagarre entre 2 personnes dont l'une a tué l'autre. C'était un procès politique ou un procès d'envergure. Nous avons changé un système. C'est donc une honte, comment vous dire. Cela se passe de tout commentaire. Je ne sais pas comment les 3 juges, ils étaient 3, comment ces juges, ces juristes qui ont sorti une telle décision, comment peuvent-ils rester encore dans la magistrature ? De leur côté, les accusés s'estiment lésés par le verdict. Les 5 touchés par la prescription demandent que leur innocence avant toute prescription soit reconnue. Le seul condamné, le capitaine Dicu, demande à être acquitté.
Tout le monde fait donc appel du jugement d'avril 2003. La Cour suprême de justice tranche fin octobre 2004, mais d'une façon bien particulière. Les hauts magistrats décident que le procès de Cluj sera rejugé par l'instance inférieure. Retour donc à la case départ. 15 ans après les faits, le procès recommence. Dans le froid hivernal, loin des salles d'EHPAD et du temps perdu, les survivants des tirs de 89 se sentent trahis par la justice de leur pays. Plus qu'une condamnation des coupables, ils attendent leurs aveux et une sentence qui rétablisse la vérité historique. Nous attendons cela depuis 15 ans, que les coupables soient punis. Mais je vois qu'après 15 ans, les coupables sont connus, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont toujours pas punis. Personne ne s'y retrouve plus maintenant. Ils nous ont mélangés à toutes sortes de combattants et révolutionnaires, de sorte que maintenant nous avons honte de dire aux gens que nous avons été blessés et que nous avons perdu des enfants et notre vie et nos parents. Si le procès qui n'est toujours pas fini après 15 ans se prolonge encore longtemps selon les intérêts politiques, nous serons tous anéantis, c'est-à-dire morts. Et ils resteront avec leur vérité et avec l'histoire faite par ces clowns. Si je l'avais demain devant moi, je lui dirais seulement que je ressens de la pitié pour lui. Je ne lui dirais rien d'autre. « 15 ans après la révolution de 89, la ville de Cluj ne sait toujours pas qui a tué ses enfants. Du moins, pas officiellement.